force de l'esprit. Attends, il dit partir, on part, hein? Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines dans votre émission pendant le 20h, et notamment une chose qui n'est pas sans nous déplaire, mon cher Xavier, le changement de présentateur. Et mon cher Marcel, sans nous disputer, nous avons parlé de beaucoup de choses dans cette émission, de création artistique, de contestation politique, d'art contemporain pour notre plus grand plaisir, et un hommage à Charlie Hebdo 3 ans après les attentats. On regarde, c'est tout de suite. Alors créer, c'est bien, avoir un lieu pour le faire, c'est encore mieux, et si en plus ce lieu inspire, alors là, c'est juste inespéré. Yann Le Borgne, Orso, votre défi ce soir, nous définir ce qu'est l'étrange atelier à Ajaccio. Grand défi. Non, l'étrange atelier, c'est une association et un lieu, une association qui gère ce lieu, et c'est une résidence d'artistes. En gros, on accueille des artistes de tout poil et de tout genre qui ont besoin d'espace pour travailler et s'exprimer. Et c'est un peu le but principal de ça, c'est de l'association. Ça, c'est la version sérieuse. Sinon, en fait, c'est un espace de jeu où des enfants de tout âge peuvent s'exprimer et s'éclater. C'est un peu pensé comme une salle de jeu, en fait. D'accord, c'est tentant. Comment s'organisent les résidences? On auditionne, on postule, il y a un comité pour savoir si... En fait, il faut dormir 3 jours et 3 nuits devant l'atelier, à genoux sur des cailloux. Non, en fait, il faut juste être artiste, avoir un projet tant qu'à faire, surtout avoir envie, avoir besoin d'émulation, avoir envie de travailler au milieu d'autres artistes, au milieu d'autres arts que par exemple un peintre va se retrouver au milieu de la musique, au milieu de vidéos, au milieu d'autres choses, de sculpture, etc. Donc potentiellement avoir envie d'essayer plein d'autres choses. Parce que c'est un peu l'idée en fait, de faire plein de choses, pas se contenter de faire ou de la peinture ou de la musique. C'est ça, parce que ce qui est voulu, le principe, c'est que la création, elle est protéiforme au sein de l'atelier. Complètement, ouais. Oui, et puis après nous on est curieux, on est naturellement curieux, donc dès qu'il y a un artiste qui va venir s'installer ici, on va avoir envie de savoir mais comment tu procèdes, c'est quoi ton travail, et puis tiens je vais essayer aussi, et on s'échange c'est comme si on s'échangeait des techniques. Voilà, on s'échange de compétences, on s'échange aussi nos avis sur le travail des uns et des autres. Quand Yann travaille, je peux pas m'empêcher de venir lui dire « Ah, c'est pourri, tu devrais pas faire ça. » C'est ça. Sympathique. Non, mais ça fait vraiment avancer le schmilblick. C'est un boulot où on a beaucoup besoin de se recentrer sur soi. Mais ça peut être mortifère, on dira. Donc là, ça fait vraiment du bien Et les artistes, travailler à plusieurs. Ils sont insulaires, mais pas seulement. À partir du moment où ils sont sur l'île, ils sont insulaires. Ils sont insulaires après. On n'a pas eu d'artiste qui nous a démarché du continent ou d'ailleurs pour venir travailler chez nous pour l'instant. Mais ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Oui. Xavier, sur les artistes, justement. Et là, votre création, mais l'association et le lieu s'appelle l'Étrange Atelier. Est-ce que si on est artiste... j'allais dire classique, j'aime pas trop les mots, mais enfin mettons des cases. Est-ce qu'on peut venir quand même, est-ce que vous acceptez quelqu'un qui peut dire... Carrément, parce que déjà la démarche serait étrange. Donc, parce que on a déjà eu ce cas où des artistes dits plus classiques, entre guillemets, ont passé la porte de l'atelier, et je pense qu'ils ont eu un peu peur justement du fait que qu'il y ait un peu de tout, et puis surtout enfin c'est assez contemporain, assez pop, on va dire, j'aime pas trop ce terme, mais il y a un côté comme ça, justement, de salle, de grande chambre d'adolescents, en fait. Et du coup, oui, pour quelqu'un qui serait dans le classicisme, à travailler, je sais pas, le paysage ou les portraits, etc. C'est pas forcément très académique. Voilà, ça pourrait peut-être le parasiter au niveau de sa créativité. Mais bon, nous, et encore que, voilà, je pense que, enfin, en tout cas, nous, on serait tout à fait heureux d'accueillir quelqu'un qui peindrait de manière classique. Votre définition de l'étrange?
Alors, la définition d'étrange. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Bravo. Ah, oui, non, je dévoile toutes les coulisses. On dit qu'on triche maintenant. Non, mais parce que c'est des questions auxquelles il faut réfléchir un peu, ça demande réflexion. Mais non, mais je pense que ce qui est étrange, c'est ce qui est pas habituel. Et donc, pour nous, voilà. Pour nous, c'est pas du tout étrange ce qu'on fait. Mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude de le voir, c'est assez étrange. Ouais, c'est ça, l'étrange, c'est ça, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. De l'ordinaire. Votre œuvre est la plus improbable? Ah, c'est toi qui vas répondre. Alors, ce que je vais faire, c'est, je vais dire son œuvre la plus improbable, et il fera autant. Non. Alors, son œuvre la plus improbable, il a une période peintre du lait. Peintre du lait. Le peintre du lait. Il peignait des choses laides. mais vraiment, c'était volontaire, mais c'était bien fait et tout. Hein. Techniquement et tout, c'était super bien. La question de ce qui était laid ou ce qui était objectivement laid. Voilà. En fait, c'était une espèce de rébellion contre moi-même où souvent je peins des bonhommes bien ronds avec des aplats bien lisses et j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus dégueu et dégoulinant et machin. Lui, il était en pleine période dripping où il faisait des trucs fabuleux avec 3 coups de trucs et j'ai dit allez, j'y vais aussi. Sauf que moi, ça c'est devenu des espèces de grosses croûtes de portraits un peu flippant. Ouais. Et j'ai arrêté cette période-là. J'ai pas trop cherché plus loin. J'ai pas creusé. Yann, pour Orso, son œuvre la plus improbable. Orso, il passe d'un peu d'une œuvre improbable à l'autre. Parce que c'est souvent des œuvres assez complètes où quand il va faire de la musique, ça va être en rapport avec ce qu'il va faire en peinture et ce qu'il va faire en photo et ce qu'il va faire en vidéo. Et donc tout est sacrément réfléchi, mine de rien, ça fouille assez loin. Moi, quand j'écoute les discussions, je suis vite un peu largué. Donc c'est souvent assez improbable. Et ce qui est en préparation, c'est assez improbable, mais ça va bien marcher. Ouais, alors je dévoile, c'est un projet qui s'appelle PHPH, que je fais avec Sabrina Sarais. Et on va essayer de raconter la vie d'un arbre. Voilà. D'accord. Sous quelle forme? Sous toutes les formes. Sous toutes les formes. D'accord. Absolument toutes les formes. C'est un projet très global qui englobe musique, vidéo, scénographie, sculpture, que sais-je. Bon, vous viendrez nous en parler. Oui, bien sûr. Le faux chef-d'œuvre ou celui que vous ne comprenez décidément pas? Ah, ça c'est une question. Il n'y en a pas en fait. Voilà, ça n'existe pas, le faux chef-d'œuvre. Ça n'existe pas. J'imagine qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'on fait, et comme il y a des choses qu'on n'aime pas, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est nul. Puis alors, il y a toujours une compréhension, même une mauvaise compréhension des fois, mais une compréhension quand même. Donc non, je ne peux pas répondre à cette question. C'est pas pour être gentil avec tout le monde, c'est pas du tout ça. Il y a des choses qu'on n'aime vraiment pas. Moi, je me souviens à Montpellier, quand j'étais étudiant, il y avait un rond-point où il y avait des fameuses œuvres de rond-point, hein, comme il y en a beaucoup. Mais il y a des trucs chouettes sur les ronds-points. Là, il y avait un truc atroce. Et enfin, c'est pas atroce. Donc c'est un truc qu'on sait pas, quoi. Ouais. C'était un espèce de gros donuts, comme ça. C'est génial. Rouge, lisse. Je croyais qu'avec Montpellier, vous alliez dire Pierre Soulages. Ça va. Non, Soulages, c'est la classe. Mais là, du coup, je sais pas l'auteur. En dessous, alors la classe. Je sais pas l'auteur, mais c'était un espèce de gros donut. C'était un peu pointant. Mais si, après le donut. C'est devenu un lieu de repère, mais une œuvre qu'on n'a pas compris, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est le début de la création d'une identité visuelle, mais aujourd'hui on y revient à cette identité visuelle à la fois épurée et flamboyante. On revient en noir et blanc, alors pas par souci d'économie, mais justement pour retrouver. C'est une tendance graphique nationale et mondiale de revenir aux années 70, mais ça montre aussi la volonté de retrouver, d'ancrer ce graphisme dans une histoire et dans une lutte politique des années 70 qu'il ne faut pas oublier. Mais il y a une efficacité en fait dans ce graphisme et c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on s'est attaché un peu à faire dans ce livre, c'est-à-dire aller voir aussi les faiseurs d'affiches, pas uniquement les commanditaires, donc pas uniquement les mouvements politiques ou associatifs, mais les artistes qui en fait ont été mis à contribution. Toutes les affiches ne sont pas réalisées par de véritables dessinateurs, mais beaucoup quand même, en tout cas de celles que l'on a choisies, et ils avaient quand même pleinement conscience en effet de devoir être très efficace, à la fois en happant le regard du passant, mais eux-mêmes étaient parfois dans des situations d'urgence pour réaliser une affiche, puisque vous le disiez, en fait, l'actualité était bouillonnante à l'époque et il fallait qu'ils réagissent souvent très vite. Joseph Orsoline, qui est donc un des plus présents de cet ouvrage, un des dessinateurs, un des artistes les plus présents de cet ouvrage, rappelait que très souvent, c'était en 5 minutes sur un coin de table, il fallait réagir à tel attentat ou des choses qui laissaient peu de temps à
pas une réflexion très lente. Donc en fait, l'efficacité avant tout, et donc le noir et blanc. Et d'ailleurs, souvent, les artistes restent anonymes, d'ailleurs. On en a effectivement beaucoup d'affiches qui ne sont pas identifiées. Parfois, certains ne souhaitaient pas signer. Dans le cas de ceux qui ont vraiment une formation artistique, comme il y a une œuvre par ailleurs, ils n'hésitaient pas à signer. Alors, on va rester sur les affiches. L'ouvrage recense quelques 200 affiches en 12 chapitres. Le site internet World of Fraternity en abritera à peu près à terme 400. C'est colossal. L'histoire de la création de ce corpus impressionnant a débuté, on peut le dire, en 93, vraiment la genèse de la genèse. Il est passé de main en main, il n'a cessé de s'enrichir. Comment, il s'est enrichi petit à petit? Écoutez, comme souvent, l'origine du projet relève d'une rencontre entre François Diagne et votre ancien collègue et Petrobao de Casabianca, donc le créateur d'Abbiazzetta notamment. François Diagne a laissé à Petrobao le fond d'affiche du regretté Nadal et Luciani, qui en contenait environ une quarantaine. Et ensuite, donc, ce corpus a été multiplié par 10. Par 10, le seul Charles Castellani en possédait environ 260. Donc à partir de là, il y avait un fond très divers, très disparate aussi. Je veux dire, certaines étaient véritablement très laides. Dans cet ouvrage même, il y en a qui sont plutôt laides, mais elles ont un sens politique, donc on les a conservées. Mais il y a évidemment une dimension de choc qui est importante. Alors justement, comment vous avez dirigé ces travaux, Comment s'est organisée la conception de cet ouvrage? Vous avez composé l'équipe des autres contributeurs, on peut les citer, Jean-Jacques et Jean-Joseph Albertine, Zoé Carl, Xavier Chrétier, Petrobao de Casabianca, Léa Euzan-Pierre et Giuseppe Orsolini. Ils sont éditeurs, auteurs, photographes, professeurs d'université. Comment avez-vous dirigé les travaux et coordonné l'équipe? Non, je pense que la direction, je pense, a été réellement beaucoup plus collective que ça. Je suis l'auteur de la partie la plus importante, celle qui est relative à la description historique et politique, à tout l'environnement de chaque affiche. Donc, on m'a indiqué comme auteur principal, comme directeur, mais en fait, la direction est vraiment collective. Je ne crois pas avoir pris une décision d'autorité. Ce qui est certain, c'est que nous avons voulu rendre hommage à un ouvrage très important, publié il y a 36 ans, s'appelait La Fissube Memoria, dont Joseph Orsolini, grand artiste, et Jean-Jacques Albertine, le créateur des Universidades de Stade, étaient les auteurs. Donc nous leur avons normalement demandé leur contribution. Xavier Chrétier, qui est un ami, qui est professeur de sciences politiques, spécialiste de la mobilisation collective, des facteurs de mobilisation, notamment des facteurs psychologiques, à quoi servent les affiches, à quoi serve une affiche politique. Vanina et Zoé Carl ont travaillé sur la stylistique et sur le slogan. Et enfin, Petrobao de Casabianca, donc créateur d'Abbiazzetta, a introduit et conclu cet ouvrage en essayant d'ouvrir historiquement. Celui-ci, si nous en sommes restés aux années 1970-1990, c'est aussi parce qu'esthétiquement, elles étaient les plus intéressantes. Et toutes les affiches sont accompagnées d'un court texte tiré de discours, de conférences de presse ou d'articles d'époque. Là, de la même manière, comment vous avez réalisé ce travail de sélection pour recontextualiser le visuel, bien sûr? C'est un travail qui me plaît, mais un petit peu ingrat. C'est le travail de rat de bibliothèque, celui qui consiste à éplucher toute la presse de l'époque et à trouver des extraits qui peuvent illustrer correctement chaque affiche. Comment se répondent les œuvres, comment elles ont été choisies, comment elles dialoguent entre elles? Non, nous, on a beaucoup de chance de s'être rencontrés. C'est vrai. Parce que c'est pas toujours facile, effectivement, de faire un commissariat à deux et de progresser dans la réalisation d'un projet, je crois, comme nous le faisons. En fait, on a de l'intérêt l'un pour l'autre pour des domaines qui sont pas apparemment les nôtres. Philippe connaît très bien l'art contemporain. Moi, j'aime beaucoup et j'ai aussi travaillé sur l'art ancien. Donc, on sait même plus, quand on a fini, qui a choisi quoi. C'est vraiment tous les deux. Disons cette chose formidable, au départ, Anne me laisse accès, me montre la collection et on partage des moments, des impressions. Et pareil pour les réserves, Anne se balade dans les salles, elle dit ça c'est formidable, ça pourrait pas marcher avec ça. Puis après on les met ensemble et le dialogue vient petit à petit entre les œuvres. C'est naturel entre vous. Voilà. C'est complètement naturel. Et alors l'événement dans l'événement, si j'ose dire, c'est quand même la présence de 4 œuvres de Pablo Picasso. Oui.
Alors ça, c'était en fait, ça vient il faut dire, ça vient d'une idée d'Anne qui me dit, il a parlé de Picasso, je dis, faisons venir des Picasso. C'était aussi simple que ça. C'était un rêve. Et donc j'ai demandé à Laurent Lebon, le directeur du musée Picasso, qui a été enthousiaste de cette idée, parce que on s'était dit, c'est la première fois, c'est l'occasion de faire venir des Picasso en Corse, parce que bon, les Corses se déplacent beaucoup, mais pas tout le monde a la possibilité de se déplacer, donc c'est bien de voir, et on a en plus 4 Picasso, ce sont des grandes toiles magnifiques comme la Croix. Enfin, vous verrez. Faites-nous rêver un petit peu quand même. Venez. Très bien. Et en plus, c'est important parce que on est arrivé à ce moment-là pour Laurent Lebon, donc qui est directeur du musée Picasso. Ils sont en train d'organiser une exposition qui dure sur 3 ans sur Picasso Méditerranée. Et le fait que la Corse vienne, où on est au centre de la Méditerranée, pour eux, ça a été formidable. Donc, parce que c'est vraiment noté. D'abord, avant tout, une exposition avec le FRAC au musée. Je leur ai dit, mais rentrez dans Picasso Méditerranée. Mais pour nous, comme notre but, c'est de montrer des œuvres d'art aux Corses et d'être ce dialogue des œuvres entre elles, du coup, le fait de leur montrer des Picasso rentrer, mais ce sont des Picasso évidemment liés au thème naturel, pas naturel. Oui. Et là, on vous laisse quelques surprises. Non? Ah oui. Oui. Ah oui. Ben ça, on va laisser. Très bien. C'est bien, un petit spoiler comme ça. La place de l'art contemporain en Corse, Anne, c'est quoi? C'est un défi au quotidien? Alors, il y a des fois où on a l'impression qu'on a fait beaucoup de chemin, et notamment quand on travaille avec des journalistes qui sont attentifs, c'est vraiment très important pour l'art d'avoir cette écoute. Et puis d'autres fois où on désespère un peu, il faut dire. Ensuite, ça passe. Et ça passe parce qu'on a des occasions comme celle-ci, parce que ce qui est extraordinaire quand même, c'est que ça va être la première fois qu'on voit en Corse autant d'œuvres de la collection. Il y a plus de 500 œuvres dans la collection qu'on ne voit pas, puisqu'il n'y a pas la possibilité de les voir. Enfin, dans leur ensemble, ce serait peut-être exagéré, mais enfin, déjà en continu. Et là, on va en voir plus de 50. Et c'est même la première exposition de cette ampleur de la collection, parce qu'on en avait fait une il y a plusieurs années à Nour, au musée de Nour, avec quelque chose comme 48 œuvres, mais là il y en a plus. Et c'est important. Et c'est la meilleure façon pour que les Corses s'approprient aussi ce patrimoine-là. Bien sûr, il faut reconnaître que c'est une richesse de la Corse et des Corses, exactement. C'est un patrimoine, cette collection. Comment, Philippe? Non, c'est par rapport à la réflexion sur les FRAC eux-mêmes, parce que les FRAC ont été conçus non pas comme des collections muséales, elles sont devenues des collections muséales. Oui. Et c'est parce que le but du FRAC, c'est d'apporter l'art contemporain, de faire le montrer dans un musée des Beaux-Arts, ça fait partie des disons des rôles des FRAC. Mais aujourd'hui, ça fait 40 ans les FRAC, 30 ans. 30. Aujourd'hui, ils ont des collections absolument incroyables, ils sont des collections muséales, et la collection du FRAC Corse est digne d'un grand musée d'art contemporain. C'est ce qui est incroyable. Et donc c'est formidable. Il faut que vous voyez que les Corses puissent en profiter, puissent s'imprégner de cette collection. Pourquoi, à mon avis, en 3 ans, les choses ont changé? Déjà, moi, je suis toujours très, très en colère après les Plantuches. Je crois que c'est votre ami, les Gueuluc. Non, mais c'est important. Les Louis Plenel, qui, à mon sens, sont... Pourquoi c'est mon avis? Mais parce que je crois que vous me l'aviez dit. Parce que ces gens sont responsables, en partie, de ce qui s'est passé le 7 janvier. Pourquoi? Quand il y a eu le procès des caricatures, les gens n'ont pas soutenu Charlie Hebdo. Quand il y a eu l'incendie dans les locaux en 2011, les gens disent « Ah, vous mettez de l'huile sur le feu ». Voilà, c'était une façon très claire de cibler ce journal comme étant responsable et de dire finalement ils l'ont bien cherché. En ce qui me concerne, pas en ce qui concerne Plantu, lorsqu'il y a eu la première agression sur Charlie Hebdo, j'avais fait un dessin qui allait dans le sens de soutien. Et ensuite, moi je pense à, j'ai cité son nom, Fourès, qui a fait un bouquin là-dessus. Je ne peux pas accepter sa laïcité. Qu'est-ce que vous pouvez pas accepter? Laissez-moi finir. Du coup, je vais
je vais finir, Bati, parce que vous n'ayez pas le courage, que vous n'ayez pas le courage. Pourquoi le courage de dessiner le prophète ou un dogme religieux parce que vous avez la foi. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, je vous remercie. C'est votre choix et c'est libre à vous. En revanche, qu'on condamne des dessinateurs qui le font et parce qu'ils défendent la liberté de tous, ça c'est extrêmement condamnable et c'est même irresponsable. Moi, je les défends et c'est pour ça que j'ai dit que je suis Charlie. Parce donc que il n'y a pas de laïcité excessive. Après, dans le fond, je regrette. Moi, je suis Charlie, mais je suis pas Charb. Je vais pas jusqu'où ils vont. Peut-être parce que je manque de courage. Vous n'êtes pas Charlie, vous n'êtes pas Charb. Donc Charb a mérité de mourir. Vous interdisez de dessiner dans le sondage dont on a parlé. religion. Dans le sondage dont on a parlé, il y a peut-être des gens comme ça qui s'aperçoivent, ou qui l'ont toujours été, qui ne partagent pas. Et pourtant, je suis pour la... Être Charlie, ce n'est pas être Charlie Hebdo, je crois qu'on l'a dit juste précédemment. Et pour finir, pas nécessairement. Je ne sais pas quelle est votre définition de la laïcité, Bati. En tout cas, pour moi, c'est très clair. C'est un principe d'émancipation et d'égalité de tous devant la loi. Elle protège les croyants autant que les non-croyants, les femmes autant que les hommes, les noirs autant que les blancs, les homosexuels autant que les gays, etc., etc. C'est un principe d'organisation du vivre ensemble. Il n'y a rien à rajouter à la laïcité. Justement, moi je pense qu'on est arrivé maintenant, en ce qui concerne la religion, à avoir une religion, enfin chez nous, je parle surtout de la Corse, où la religion n'est pas contraignante comme elle a été en Corse et partout. Et grâce à la loi de 1905. Moi, je comprends pas qu'on puisse empêcher de mettre des crèches. C'est beau la crèche, c'est le Petit Prince, tout ça, ça fait en l'occurrence, le même truc. Voilà, je trouve ça. J'ai l'impression que la laïcité telle qu'elle est pratiquée par Fourest, que j'arrête pas de citer, c'est une autre religion. C'est comme une religion, c'est des ayatollahs qui voudraient imposer autre chose, le contraire. Non, en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on se positionne par rapport à l'islamisme ou au terrorisme islamique, ce qui est très clair aussi, c'est que les vrais racistes, c'est pas les journalistes de Charlie Hebdo. Une BD qui regroupe 173 artistes, dessinateurs de presse, partout dans le monde. Hein. Il y a Crumb, notamment le grand dessinateur américain. Il y a Manara qui a dessiné aussi. Et ça montre tout simplement l'incroyable solidarité qu'ont eu tous ces dessinateurs après les attentats de Charlie Hebdo. Alors, il y a plein de dessins différents. Vous allez voir, certains sont drôles, certains sont satiriques à la manière de Charlie Hebdo. Il y en a d'autres qui sont plus tendres. Il y a beaucoup d'émotions qui ressortent de ce bouquin. C'est une BD qu'il faut mettre dans toutes les bibliothèques, tout simplement. C'est une BD sur la mémoire, pour ne pas oublier. Je dirais même que c'est une BD qu'il faudra offrir à tous les enfants quand ils seront en âge de comprendre, et les dessins, et ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Je signale juste que c'est un album qui est sorti à l'initiative du groupe BD du syndicat national de l'édition, que les dessinateurs, les éditeurs, les diffuseurs ont tous offert leurs droits, que les imprimeurs, les papetiers et les distributeurs ont travaillé à prix coûtant. C'est un vrai élan de solidarité. Vrai élan de solidarité, et que tout ce qui a été... tous les bénéfices du livre ont été reversés aux familles des victimes. Donc voilà, en achetant ce livre, on fait un geste solidaire et de mémoire. Bati, Agathe, je vous propose une petite ITV express. Tout à fait spontanée, n'est-ce pas? Alors, je vais vous poser une question. Charlie Hebdo, en un mot, pour vous. Un avant et un après. Bati, pour vous, Charlie Hebdo. Un mot, pour moi, c'est un croisé. Oui. Un croisé, voilà, qui manie le crayon comme un sabre, une épée. C'est dit. Prendre sa plume ou son crayon, d'accord, mais pourquoi faire, Bati? Pour dessiner. Pour dessiner. Dessiner quoi? Moi, je dessine beaucoup de choses, mais pas que des dessins contre les religions. On a bien compris. Agathe, prendre sa plume. Pour se masturber. Très bien. C'est un choix. Votre définition... Parole de plantule, peut-être. Votre définition du journalisme, Agathe. L'irrévérence et l'exigence. Votre autre moyen d'expression. Du coup, ce sera le sexe. Parce que je pense que c'est un champ d'expérimentation et d'espace infini, comme le journalisme à Charlie Hebdo. Bati, votre autre moyen d'expression, le dessin. Je chante dans ma voiture. Très bien. Je m'exprime. Le sujet qui vaut tous les risques. La liberté d'expression de la laïcité, du coup. Bati, le sujet qui vaut tous les risques, pour vous. Moi, je ne dirais pas la laïcité. Alors, mais il faut la défendre, hein, mais pas comme un ayatollah, je veux dire.
Peut-être la liberté d'expression, tout simplement. D'accord. Ah ben, on vous a mis d'accord. Un sujet qui n'en vaut pas la peine. Moi, je pense qu'il n'y en a aucun qui n'en vaut pas la peine, c'est la façon dont on le traite. Dont on le traite. Ouais. Bapti. Je suis d'accord. Décidément. On va repartir bras dessus bras. Incroyable, incroyable. On va arriver sur une plateforme. Petit dessin ou grand discours? Pas facile. Petit dessin. Ah, tout à l'heure, elle a dit qu'il n'y avait pas de... Là, c'est où Allez, il faut faire un choix. L'autre. Ne me dites pas grand discours en tant que dessinateur. Non, pas pour dire le contraire. Bien sûr, je vais dire petit dessin. Ouais. Liberté ou sécurité? Écoutez, liberté jusqu'au bout des ongles, et en même temps, la sécurité, c'est la base du contrat social d'un État de droit. Donc, en fait, elle a dit les deux. Oui, moi, mais joliment. Je suis d'accord avec elle aussi. C'est liberté parfait. Et sécurité. Merci. Revenez nous voir quand vous le souhaitez. Pendant le 20h, c'est terminé, mais ça continue sur Internet. Merci de votre fidélité. Salut, à demain, toujours sur France 3 Corse via Estelle.